Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. Nous sommes toujours avec Lisandre et c'est Valérie avec vous. Rebonjour Valérie. Rebonjour. Et nous sommes également avec Olivier Cabanel pour parler du nucléaire. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie, bonjour Lysandre. Alors on va peut-être commencer par vous présenter à nouveau Olivier. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui vous entendraient pour la première fois? Écoutez, moi je suis journaliste citoyen, auteur-compositeur. C'est difficile à... Voilà. D'accord, auteur-compositeur, journaliste citoyen, vous l'avez dit pour notamment le site Agoravox et aussi le site Sans Papier. Et justement, on voulait vous avoir aujourd'hui parce que vous venez de commettre un article sur Agoravox, Alerte à Fukushima. C'est un général américain qui a sonné l'alarme. Ce qui était à craindre est en train de se profiler à l'horizon, menaçant tout l'hémisphère nord. On va en parler dans un instant. Je précise juste avant qu'on vous a déjà reçu plusieurs fois pour parler précisément de ce qui se passe à Fukushima. C'est un sujet que vous suivez de très près depuis plusieurs mois. Alors, cet article que vous avez publié vendredi dernier, en quoi est-ce qu'il annonce ce qui était prévu depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs mois depuis la catastrophe de Fukushima? En quoi est-ce que maintenant nous avons des informations nous permettant de dire que le pire est en train de se produire? Le problème, c'est ce qu'on avait signalé, c'est relatif à la piscine du réacteur numéro 4. Il faut bien comprendre que cette piscine est un lieu de stockage de combustibles qui sont usagés ou neufs d'ailleurs. Il y en a 1536, sauf erreur, et ça représente un poids de plus de 200 tonnes. Et cette piscine est en altitude, c'est-à-dire qu'elle est au niveau du troisième étage d'une maison, et elle a été fragilisée par la catastrophe du 11 mars. Elle a été depuis renforcée, et on craignait une chose, c'est qu'il y ait des fuites, parce qu'il y a déjà eu des fuites dans cette piscine. Or, il faut bien comprendre que il y a 12 mètres elle a 12 mètres de profondeur, que sur les 4 mètres du fond reposent les assemblages, les gaines, et qu'il y a 8 mètres d'eau au-dessus, que ces 8 mètres d'eau sont faits pour empêcher les radiations gamma de s'échapper et de se propager dans l'atmosphère. Or, si on comprend bien que si le niveau baisse et si l'air, enfin si les assemblages se retrouvent à l'air, il y a un dégagement de radioactivité parce qu'il va y avoir, et elles vont se mettre en réaction, elles vont se mettre à chauffer, et il y a un vrai danger de fusion des gaines qui serait beaucoup plus grave que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors, quelles quelles pourraient être les conséquences de cette fusion? Ben, les conséquences, c'est quelque chose de monstrueux parce que là, pour l'instant, c'est une zone de 30 minimum kilomètres autour du site qui ont été touchés, dans l'air, la terre et l'eau. Mais on sait aussi qu'à 250 kilomètres de là, on retrouve déjà de la radioactivité en quantité importante dans la banlieue de Tokyo. Si la piscine venait, pour une raison ou pour une autre, à fuir la radioactivité et la fusion en chaîne qui démarrerait, mettrait en danger tout l'hémisphère nord de notre planète. Et oui, effectivement. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec Valérie avant l'émission. Je me souviens très bien, et je vous avais reçu d'ailleurs juste après la catastrophe de Fukushima, on en avait parlé de cette carte qui avait été diffusée par e-télévision. Je m'en souviens, c'était le mercredi qui suivait la catastrophe de Fukushima, donc c'était en février 2011. Et cette carte montrait bien que les radiations qui s'échappaient de Fukushima pouvait aller jusque sur les États-Unis et jusque sur l'Europe. Et on nous disait, attention, la semaine prochaine, à telle heure, le nuage passera au-dessus de Paris. Et quelques jours après, cette carte a complètement disparu des médias. On n'en parle absolument plus. Donc, est-ce que finalement, cette carte qui n'a plus été montrée est toujours, on ne peut plus d'actualité et que pendant qu'on n'en parlait pas, la radioactivité s'est dispersée sur le continent américain, sur le continent européen? Oui, elle est toujours d'actualité. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas du tout de ce qui s'est passé à Tchernobyl, parce que à Tchernobyl,
on a résolu, entre guillemets, le problème, puisqu'il y a une chape de plomb, de béton et de tout ce qu'on voudra qui a été posée sur le site, et il y a beaucoup moins de radioactivité qui s'en échappe. À Fukushima, ce n'est pas le cas. Depuis le 11 mars, c'est-à-dire depuis plus d'une année, la radioactivité continue à s'échapper régulièrement. Et elle est là en continu, elle fait le tour de la planète en continu. Donc, si s'ajoute à cette radioactivité qui s'échappe de Fukushima, s'ajoute celle de la piscine, là, il y a un vrai problème. Et d'ailleurs, ce qui fait dire à Kaori Izumi de Shut Tomari, alors j'imagine que c'est une association pour faire fermer des centrales nucléaires au Japon, donc Kaori Izumi qui déclare: Fukushima Daiichi n'est plus seulement un problème japonais, mais un problème international. Il est impératif que le gouvernement japonais et la communauté internationale travaillent ensemble sur cette crise avant qu'il ne soit trop tard. Et la question c'est, est-il déjà trop tard? Ben, il est tard. Et Il est puis tard, les oui. informations que j'ai reçues aujourd'hui sont pas de nature à rassurer. Parce que donc il y a j'ai reçu des informations en début d'après-midi qui disent que la piscine du réacteur numéro 4 est fissurée et que la réaction en chaîne aurait déjà commencé. Oui, donc effectivement, je continue la lecture de votre article hein, au fur et à mesure, le sénateur américain Ron Wyden, qui a visité la centrale le 6 avril dernier, a publié un communiqué de presse 10 jours plus tard, soulignant le risque catastrophique et appelant à l'intervention du gouvernement des USA. Les USA qui sont doublement impliqués dans cette crise, puisque si je me souviens bien, c'est General Electric ou General Motors qui avait aidé TEPCO à construire cette centrale. Et à l'époque, dans les années 90, il disait c'est la centrale la plus sûre au monde. Donc il y a effectivement une responsabilité, ne serait-ce que des entreprises américaines déjà. Oui, mais il faut rajouter que 72 ONG japonaises ont fait une demande auprès de Ban Ki-moon, donc le secrétaire général de l'ONU, pour demander qu'il s'occupe du problème, qu'il enlève la responsabilité de la gestion de la catastrophe à TEPCO, TEPCO qui est en train d'être nationalisé, qu'il l'enlève et qu'il s'en occupe avec l'accord du gouvernement japonais pour prendre des mesures beaucoup plus rapidement. Euh, il faut comprendre une chose, c'est que cette piscine dans laquelle se retrouvent tous ces assemblages, donc il y en a, je cherchais il y en a 1500 et quelques. Enfin bref, il y en a pour 200, il y a plus de 200 tonnes. Et cette piscine, elle avait un pont roulant, une espèce de grue géante qui permettait d'enlever les assemblages en les mettant dans un conteneur rempli d'eau pour les transporter à l'extérieur pour les mettre à l'abri. Or, cette grue géante, quand il y a eu l'explosion du réacteur, elle s'est effondrée, elle n'est plus opérationnelle. Il y a d'ailleurs d'énormes morceaux de poutrelle en acier qui sont tombés dans la piscine. Donc, elle ne peut plus enlever les assemblages. Il faudrait donc que TEPCO mette en place une nouvelle grue à l'extérieur qui enlèverait d'abord les morceaux qui sont tombés dans la piscine pour ensuite enlever les assemblages. Mais TEPCO dit qu'il pourrait commencer ça en 2013 au mieux, plutôt 2014, et que de toute façon, il y en aurait pour plusieurs années. Donc, c'est assez inconséquent, assez dramatique, parce que je ne pense pas qu'on pourra attendre si longtemps je pense qu'il faudrait pouvoir enlever au plus vite ces assemblages de cette piscine. Et les informations que j'ai eues tout à l'heure confirment que c'est manifestement trop tard. Et ça pose aussi la question de la responsabilité des entreprises privées et aussi la question de savoir si on peut laisser à une entreprise privée la responsabilité d'une centrale nucléaire, en sachant qu'une entreprise privée qui est cotée en bourse, par exemple, a des actionnaires qui vont faire pression pour réduire les coûts, etc. Ce qui est totalement incompatible, et on le voit de manière dramatique aujourd'hui, totalement incompatible avec l'entretien d'une centrale nucléaire. On ne peut pas dire à une entreprise qui s'occupe d'une centrale nucléaire, vous devez réduire vos coûts. L'entreprise doit mettre l'argent nécessaire pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque. Donc est-ce que c'est compatible d'avoir une entreprise privée qui travaille sur une centrale nucléaire avec un danger possible aussi éminent? Ben, disons, c'est compatible, ça pourrait l'être,
Mais le problème, c'est qu'avec TEPCO, il n'y a aucune transparence. Il y a toujours la volonté de cacher la réalité. On voit bien, on sait maintenant que la fusion des réacteurs a eu lieu quelques heures après le séisme du 11 mars et que TEPCO nous l'a appris que plusieurs mois après, en nous en croire que la situation était sous contrôle. Oui. En novembre, TEPCO a annoncé que l'arrêt à froid était réalisé. Aujourd'hui, on voit qu'il n'en est rien, puisque il y a un problème aussi du côté du réacteur numéro 3, et il y a depuis ce matin un problème, enfin depuis quelques heures, un problème avec la piscine du réacteur numéro 4. Il faut comprendre que on sait maintenant que cette piscine a été largement fissurée. Il y aurait deux fissures importantes. C'est un blog sur Gen 4 qui nous l'explique. L'information date du 20 mai. Moi, elle m'est parvenue uniquement aujourd'hui que la piscine est fissurée, qu'elle a un gîte est et que les consolidations qui ont été faites ne sont pas suffisantes. Donc l'eau s'échappe et il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'eau qui est partie et que du coup les assemblages sont en partie à l'air et que la réaction de la fusion des assemblages des gaines qui sont dans la piscine du numéro 4 a commencé. Et justement, vous parlez tout à l'heure des conséquences, notamment dans la baie de Tokyo, dans la banlieue de Tokyo. Là, je lis sur votre article, des échantillons d'eau de mer prélevés aux abords de la centrale ont révélé des taux de césium à un niveau 18 000 fois supérieur à la norme. Alors, il faut encore poser la question de la norme. Est-ce que c'est la norme japonaise ou la norme internationale? Puisqu'on sait que les Japonais ont augmenté leurs normes pour pouvoir réinstaller des gens aux abords de la centrale. Et justement, c'est déjà sur cette idée de la norme japonaise. Quand vous écrivez 18 000 fois supérieur à la norme, est-ce que vous savez si on parle de norme japonaise ou de norme internationale? Non, on parle de la norme internationale. D'accord. Mais de toute façon, la norme est une valeur qui est relative parce que la plupart des scientifiques disent que la norme idéale, c'est zéro. Bien sûr. Parce qu'à partir d'un certain niveau de radioactivité, des cancers peuvent se déclencher pour certains, même si c'est en dessous de la norme. Mais là, on est sur un problème où les pêcheurs, donc, dans quelques jours, vont recommencer à pêcher en disant ils vont trier les poissons qui sont les moins pollués par la radioactivité. Mais quelle preuve on a, puisque chaque fois que des taux de radioactivité ont été constatés sur des produits vendus, les vendeurs sont réprimandés, mais ça ne va pas au-delà. Donc, il y a un laxisme monstrueux. Il y a vraiment une situation qui est, alors là, hors norme complètement avec les responsables japonais. Il faut mettre le mot responsable entre guillemets, bien sûr. Oui, oui, irresponsable japonais plutôt, ce Oui. serait le bon terme. Effectivement, alors il y a aussi toujours sur le thème de l'irresponsabilité du gouvernement japonais, en tout cas des élus japonais. Ils sont en train de réouvrir des villes aux alentours de la centrale, notamment dans le secteur de Minami-Soma, où pourtant on trouve de la radioactivité entre 20 et 50 millisieverts. Donc c'est quand même très important. Et sur les réouvertures des villes, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser? Est-ce que toutes les villes aux alentours de la centrale vont réouvrir leurs portes dans les mois et les années à venir? Alors, l'ouverture des communes est faite à la demande d'un maire qui a été très volontaire et qui ne comprend pas et qui n'accepte pas que sa ville soit désertée. Donc, ils ont, pour attirer les anciens habitants à revenir, il y a des aides financières par rapport au, à la, disons, on va dire, à la santé qui ont été proposées aux habitants. Mais donc, pour qu'une cité soit de nouveau ouverte à la population, d'abord, elle est ouverte le jour, mais ils n'ont pas la possibilité d'y dormir. Donc, ils peuvent y venir pour tenter de réparer leur maison, nettoyer un peu, etc. Mais manifestement, ce n'est pas suffisant. Les journalistes sur place se sont rendus compte que la promesse et les engagements du gouvernement ne sont pas suffisants, que la plupart des gens n'y reviennent plus.
Oui, et vous parlez effectivement du césium 134 qui a une demi-vie de 2 ans, tandis que le césium 137 perd la moitié de sa Oui, dangerosité au bout de 30 ans, et ce qui fait dire à la mairie de Minami Soma qu'elle est consciente des problèmes cruciaux et qu'il faut trouver des endroits pour stocker les déchets contaminés par la catastrophe. S'il va falloir stocker les déchets pendant plus d'un siècle, on ne sait pas qui restera là pour s'en occuper, parce que ça paraît quand même compliqué d'imaginer un an après cette catastrophe retourner sur place, retourner vivre à ces endroits-là. Alors vous avez évoqué effectivement la proposition de couverture médicale gratuite à toutes les personnes de moins de 18 ans, ce qui devrait voilà. coûter 46 millions d'euros. Même ces propositions, si elles sont effectivement alléchantes pour ramener les gens sur place, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de faire ça aussitôt? Non, alors là, c'est totalement irresponsable. Mais en fait, la population n'est pas tombée dans le piège parce que, d'après les informations que nous avons eues, la population a diminué de plus de 50% dans la zone d'évacuation. Donc, les gens n'y retournent pas. Oui, Et il faut bien comprendre que les déchets en question, il ne s'agit pas de déchets de la centrale nucléaire, parce que là, quand il y a eu l'explosion, il y a des morceaux de la centrale qui ont été projetés un peu partout, des tubulures, des parties de la centrale elle-même, mais il s'agit des bâtiments, il s'agit de la terre qui est polluée. Donc, il y a une couche de 20 à 30 centimètres qu'il faudrait enlever, une couche de terre qu'il faudrait enlever pour stocker où, on ne sait pas. Il y a toutes les parties irradiées des appartements, des maisons qu'il faudrait aussi considérer comme des déchets nucléaires qu'il faudrait enlever et stocker quelque part, mais ça représente des milliers de mètres cubes. Pour les stocker où? Personne n'a de solution, hein, personne. et oui, vous évoquez le nombre de gens qui ne sont pas retournés sur place. En effet, alors vous écrivez en effet que ce soit à Minami Soma, Naraha, Hirono, Kawauchi ou Tamura, sur les presque 60 000 personnes qui vivaient sur place, 30 000 l'ont quitté. Donc effectivement, plus de 50% ont quitté la zone d'évacuation et sans doute n'y reviendront pas, par peur évidemment de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire ces terres contaminées, ces eaux polluées maintenant. On parlait tout à l'heure des eaux, alors j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais ah oui, voilà, c'est ça, 18 000 fois supérieur à la norme de l'eau de mer prélevée en bordure. Donc effectivement, puisque on le rappelle, mais dans les premières semaines, les premiers mois de l'explosion, enfin de l'accident, TEPCO avait choisi de déverser des centaines et des centaines de litres, de tonnes d'eau sur les réacteurs. Et puis cette eau, comme on ne savait pas quoi en faire, on l'a rejetée à la mer. Donc effectivement, les pêcheurs, les agriculteurs, la nourriture en provenance de cette région est clairement contaminée. Et vous avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on y revienne un petit peu sur Ouais. l'étiquetage des aliments et la façon dont les Japonais sont informés de la provenance des aliments. Et est-ce que ça c'est bien fait? Est-ce qu'il y a vraiment un travail, ou est-ce qu'on essaye finalement de protéger ces agriculteurs en leur donnant plus ou moins un peu de laxisme, quoi, en faisant preuve d'un peu de Alors, laxisme? on a eu un épisode médiatique pardon, on a eu un épisode médiatique assez intéressant il y a une année à peu près. Un des animateurs de la télévision japonaise s'était moqué de cette pollution radioactive et a ingéré sous les caméras des produits dits radioactifs. Aujourd'hui, il est atteint d'un cancer grave et il est en train de mourir. Donc voilà, c'est que il y a la volonté aujourd'hui de ne pas trop affoler les populations. Euh, Comme je l'ai dit, les maraîchers en viennent à tricher sur l'origine des légumes et quand ils sont pris la main dans le sac, ils ne sont pas condamnés. On leur dit que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, point final. Là, c'est un vrai problème. Mais au-delà de cette zone des 30 km que vous évoquez, Mhm. et il faut quand même savoir que Tokyo, du moins la banlieue de Tokyo, il y a quand même, je crois, 36 millions d'habitants, euh, est menacée, est touchée par la radioactivité, et qu'on en est à un point aujourd'hui où il faudrait sérieusement envisager l'évacuation d'une partie de cette capitale. Alors, on va prendre les appels d'auditeurs dans un instant. Une dernière question, vous évoquez cet animateur télé qui a mangé des produits radioactifs et qui serait aujourd'hui gravement malade. Il y avait aussi ce ministre qui, si je ne me trompe pas, qui avait bu un verre d'eau en provenance de Fukushima devant les caméras. Oui, même chose. Oui,
Là, on est dans la communication, quoi. On est dans les tentatives de. Ils ont, ce qui les mène, c'est la peur d'affoler les populations. Hmm. Et aujourd'hui, les Japonais à 80% veulent sortir du nucléaire, ne veulent plus en entendre parler. Et là, il y a une page qui est vraiment tournée, en tout cas au Japon. Oui, et en plus, le Japon, qui est un pays très consommateur d'électricité, notamment, on le sait, l'été, puisque dans quasiment tous les magasins, on a la climatisation. Il y a la climatisation dans le métro. Il fait très chaud l'été Oui. au Japon. Et là, l'été va arriver, va commencer ces jours-ci. Et les Japonais sont d'ores et déjà prêts à faire d'énormes sacrifices en matière de consommation d'électricité. Ça, est-ce qu'on peut le dire dès aujourd'hui? Ah oui, ils sont un exemple parce que quand en France, on nous dit on a compris que le nucléaire était dangereux, il faut en sortir, il faut passer aux énergies renouvelables. Et suivant les partis, il y a des plans qui sont entre 10, 20, 30, 50 ans de sortie du nucléaire. Or, les Japonais ont prouvé, ils ont été contraints de le prouver, mais ils ont prouvé qu'en une année, on pouvait en sortir, puisque là, aujourd'hui, toutes les centrales nucléaires japonaises sont fermées. Alors, bien sûr, ils l'ont remplacé par des énergies polluantes, hein, de pétrole, de gaz, etc. Mais ils ont arrêté, tout purement et simplement, et en même temps, ils font d'énormes économies. Euh, Ce qui est dommage, c'est que le Japon est un pays qui est très riche en énergie alternative. C'était l'un des premiers, c'est encore l'un des premiers fabricants en photovoltaïque. C'est dommage qu'ils n'en aient pas profité les premiers. C'est aussi un pays qui est assis sur une nappe d'eau chaude et Oui. qui pourrait faire de la géothermie, donc qui est une énergie propre, renouvelable. Il pourrait faire de la géothermie et se procurer des moyens très propres et faciles de chauffer les appartements ou de faire, enfin de répondre aux besoins énergétiques du pays. En même temps, ils ont aussi beaucoup travaillé sur l'éolien offshore, puisqu'on sait que les éoliennes offshore ont résisté à la vague de 15 mètres qui a frappé le Japon, alors que les centrales, on sait ce qu'il en est. Donc, ils ont aujourd'hui les possibilités de, de se passer totalement du nucléaire, et ils sont en train, et en quelques années, ils vont tourner la page et réussir à s'en sortir sans le pétrole, ni le charbon, ni le gaz. Donc, pour l'instant, évidemment, il y a une situation d'urgence, donc ils font comme ils peuvent, ils achètent de l'énergie ailleurs, mais c'est un exemple qui est intéressant pour nous, qui devrait nous servir en tout cas d'exemple. Oui, tout à fait. Et puis ça permettra peut-être de répondre à ceux qui disent qu'il est impossible de sortir du nucléaire. Maintenant, on a l'exemple japonais qui montre que c'est tout à fait possible et tout à fait Bien sûr. envisageable. Bien sûr. Et bon, il y a aussi beaucoup de désinformation du côté des pro-nucléaires qui disent que si on arrêtait le nucléaire, il faudrait retourner à la bougie Oui, bien sûr. euh, et vivre dans des grottes à la limite, quoi. Oui, ça, Donc c'est l'argument facile, oui. voilà, et c'est pas sérieux. Moi, je l'ai prouvé dans un article qui s'appelle Comment tourner dès aujourd'hui la page du pétrole, du nucléaire et du charbon, en prouvant que c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on peut, c'est pas dans 20 ans, on peut Hmm. aujourd'hui commencer euh, à tourner la page en disant bien une chose, c'est que la solution pour sortir du nucléaire, elle est relativement simple. Sur 200, si on convertit tout en millions de tonnes équivalent pétrole, en MTEP, aujourd'hui, notre pays produit 275 millions de tonnes équivalent pétrole. Or, sur cette quantité, il y a uniquement 140 millions de tonnes équivalent pétrole qui sont réellement consommées. Alors, on peut se poser la question, où est passé le reste? Le reste est passé, c'est que quand vous avez une centrale, qu'elle soit nucléaire, thermique, peu importe, qui produit l'énergie, il faut la transporter. Il y a une partie qui est perdue à la fabrication, il y a une partie qui est perdue pendant le transport. Donc si demain on décidait de changer notre fusil d'épaule, de produire l'énergie et de la consommer sur place, on n'aurait plus besoin que d'environ 150 millions de tonnes équivalent pétrole, ce qui veut dire qu'on pourrait déjà se passer de nombreux réacteurs nucléaires. Et après, bon, ben, il y a toutes les solutions qui passent d'abord par une meilleure isolation des maisons. Mhm. C'est beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer parce que une maison, une habitation, un appartement ou une entreprise bien isolée, on peut économiser jusqu'à 70% de l'énergie nécessaire pour le chauffage.
Donc c'est déjà une des phases les plus essentielles. En même temps, un programme comme ça, l'isolation des maisons, donnerait du travail à une centaine de milliers au moins de travailleurs à l'époque où on a besoin, où le chômage est en pleine expansion, ce serait déjà une très bonne solution. Et Ensuite, le juste, programme alternatif d'énergie propre et renouvelable permettrait, comme on l'a vu en Allemagne, de créer aussi beaucoup d'emplois. bien sûr, et justement, la nomination de Cécile Duflot, donc membre des Verts, hein, d'Europe Écologie Les Verts, au ministre du Logement, est-ce que ça laisse augurer, selon vous, une possibilité d'une grande politique d'amélioration de l'isolation des logements? Est-ce que vous pensez que Cécile Duflot va se diriger vers une politique comme ça? Je ne lis pas dans le marc café, mais si elle ne le fait pas, vraiment, ce serait à désespérer, parce que pour une écologiste, se trouver à cette place-là, c'est vraiment l'idéal pour notre pays, espérant qu'elle va lancer un pareil programme. C'est vraiment, et il faudrait procurer une aide aux entreprises qui se lanceraient là-dedans, parce on a tout à y gagner en économisant sur la facture d'électricité. On achète moins d'énergie à l'extérieur et on a une vraie solution de sortie du nucléaire rapide. Bien sûr, et on sait qu'en France, on est un des plus mauvais pays en ce qui concerne l'isolation des habitations. Ah oui, on est pas mal, mais disons pour les habitations récentes, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais pour les habitations anciennes, il y a encore beaucoup de travail. Et le pire, c'est pour les entreprises, pour les magasins, pour les commerces, etc., où là, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Oui, oui. Oui, je pense aux appartements haussmanniens à Paris. On voit ces fenêtres avec un jeu de plusieurs centimètres qui laisse passer beaucoup d'air. Enfin, c'est très mal isolé dans beaucoup d'appartements anciens, oui. Oui, vous savez qu'il existe, il y a une vingtaine d'années, il y a un immeuble de bureau qui s'est créé à Genève et qui fonctionne avec zéro source de production de chauffage. C'est-à-dire qu'ils ont simplement, et c'est un immeuble de bureau avec des ordinateurs, des éclairages et tout, qui produisent des thermis. Et en fait, la solution qu'ils ont trouvée, c'est que quand l'air vicié est chassé à l'extérieur, il y a un système qui capte la chaleur à l'air vicié qui sort et qui le réinjecte à l'intérieur. Donc, ce qui fait que cet immeuble, il maintient hiver comme été dans une ville qui n'est pas spécialisée à être très chaude, à Genève, et qui maintient la température de 18 degrés, hiver comme été, D'accord, sans, oui. Oui. sans la moindre source de chauffage. Oui, donc c'est même l'objectif, ça pourrait même être l'autonomie parfaite des bâtiments, autonomie en énergie. Voilà, tout à fait. Et on peut aller plus loin parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les BEPO, qui sont des bâtiments à énergie positive, qui non seulement ne consomment pas d'énergie, mais en produisent. Donc avec tous les systèmes qu'on connaît aujourd'hui, les capteurs photovoltaïques, thermiques, l'éolien, etc. D'autant qu'on est en train de faire d'énormes progrès en matière d'énergie photovoltaïque avec maintenant la production de panneaux photovoltaïques souples et transparents. Oui, donc on peut très bien imaginer des alternatives. Il y en a tout un tas. Il suffit juste d'avoir la volonté politique et de mettre un petit peu de moyens pour y arriver. Exactement, oui. Alors on va faire une pause musicale, le temps de laisser les auditeurs intervenir et vous poser leurs questions, Olivier Cabanel. Je rappelle le numéro du standard, le 08 92 23 95 20. Nous sommes avec Olivier Cabanel, auteur d'articles pour Agoravox. On parle aujourd'hui d'un article concernant Fukushima. Je rappelle le numéro de téléphone pour intervenir en direct, 08 92 23 95 20. Hey, you know what? Et Alain est en ligne avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, je présente déjà mes excuses à votre invité, mais je vais être iconoclaste. Je voudrais surtout pas qu'ils pense que je manque que je l'agresse, enfin.
je voudrais quand même signaler qu'au niveau de... Quand on parle de suppression du nucléaire, on raconte quand même des bêtises à tout le monde pour une seule bonne raison. C'est qu'on ne sait pas décontaminer, on ne sait pas déconstruire une centrale et on ne sait pas décontaminer des produits qui ont été contaminés. Donc de toute façon, qu'on n'arrête pas la centrale, en aucun cas on va régler le problème des radiations. Alors, pour exemple, en France, on a Superphénix à Crémalville. Bon, on a démoli tous les bâtiments annexes, mais le réacteur et tout ce qui est irradié est en place depuis 20 ans. Il y a une équipe qui est sur place pour entretenir le bâtiment et personne ne sait démolir ça. Donc, quand les Japonais ont arrêté leur centrale, très bien, ils ont arrêté leur centrale, mais ce qui est irradié est là, ils ne savent pas démolir les bâtiments, et dans 100 ans, les centrales seront toujours ici. Alors, on va pouvoir enlever le combustible, la rigueur, on ira le mettre dans des zones de stockage, ou s'il y a un tremblement de terre, on aura exactement le même problème. Donc, à ce niveau-là, j'ai jamais compris l'histoire de on arrête le nucléaire, en plus, on arrête très bien la production d'électricité, mais on règle en aucun cas les problèmes de contamination. Et deuxièmement, alors je suis tout à fait d'accord avec lui sur toutes les propositions d'énergie propre qu'il a fait. Si seulement ça pouvait exister, j'applaudirais avec les deux pieds. Mais il ne faut pas oublier que la pollution du CO2 aujourd'hui vient principalement d'où? Des États-Unis, enfin en premier de la Chine, des États-Unis, de l'Inde, de tous les puissances émergentes. Ceux qui ont refusé de signer Kyoto, c'est le Japon, les États-Unis, la Chine, etc. Donc on va remplacer un mal par un autre. Les Japonais, ça ne vont pas se lancer tout de suite dans les énergies renouvelables, même s'ils le faisaient, ça demanderait tels investissements que ça ne peut pas être fait en 2 ans, c'est sur des dizaines d'années. Donc on va se retourner vers les énergies fossiles, et déjà que la planète est à mal avec le CO2, on va carrément l'exploser, quoi. Voilà. Dernièrement, il y a un article qui est paru, par exemple, dans la banquise, il y a des cratères qui sont en train d'apparaître dans la banquise en Alaska, où il y a des rejets de méthane absolument colossaux. Vous mettez une allumette au-dessus de la banquise, il y a une flamme de 3 mètres qui sort, enfin, etc. La planète est en train de s'asphyxier complètement avec le CO2, donc moi, il faut qu'on m'explique, quoi. Voilà. Donc, s'il peut me répondre à ces questions, ça m'intéresse. Alors, oui, je vais vous répondre. Je vais commencer par la fin. Les puits à méthane donc, que vous évoquez, ce n'est pas une nouveauté. Moi, je l'ai signalé dans un article il y a presque 2 ans. Donc, il y a effectivement des cheminées à méthane au pôle Nord qui laissent s'échapper des quantités énormes de méthane qui s'échappent et qui sont très préoccupantes parce que vous parlez du CO2. Il faut quand même savoir qu'on incrimine le CO2 comme acteur de réchauffement de la planète, mais le méthane est 23 fois plus dangereux en termes de réchauffement de la planète que le CO2. Bien sûr, bien sûr. Donc, effectivement, c'est un vrai problème, mais là, on ne peut rien faire. C'est sous le pergélisol, ce méthane qui a été stocké pendant des milliers d'années, comme il y a la fonte actuellement du manteau glacé des pôles, ce méthane s'échappe et on ne peut pas le récupérer. Il est en train d'accélérer le réchauffement. Ça, c'est une chose. Là, c'est la seule réponse que je peux vous donner, c'est qu'on est sans moyens. Pour ce qui concerne Malville, la centrale de Crémalville, je suis bien placé pour répondre parce que j'habite à 20 km de là et j'ai suivi dès le début le problème. J'étais un des 60 000 personnes qui ont manifesté pour la fermeture du site. Quand vous dites que ça ne sert à rien d'arrêter, si quand même, ça sert à quelque chose. Alors, on a bien sûr, ils ont des gros problèmes de démantèlement. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment démanteler. Ils sont en train de démonter la centrale parce qu'il n'y a pas uniquement que les réacteurs. Il y a le béton, tout ce qui a été touché par la radioactivité et bien sûr est dangereux, mais ne peut pas rentrer en fusion. C'est du béton, c'est des matériaux radioactifs, de l'acier qui a été pollué, etc. Donc on peut le couper en morceaux, le mettre en tas, le stocker et attendre que ça passe. Mais une fois qu'il est démonté, qu'il est dans cet état-là, il ne présente pas de danger, à moins d'être transporté, à moins de s'en servir pour reconstruire, etc. Donc si on le stocke sur un secteur qui va représenter des hectares et qui va être abandonné pour des centaines d'années, ça représente un vrai problème, mais ce n'est pas un danger direct. Le problème à Malville, c'est que pour refroidir la centrale, je ne vais pas être trop long, mais essayer d'expliquer. Une centrale nucléaire traditionnelle, entre guillemets, elle est refroidie par un circuit d'eau. Or, à Malville, vu la chaleur dégagée, il y avait un double circuit de refroidissement. Et le deuxième
enfin le premier circuit était à base de sodium liquide. Or, ce sodium liquide, il y en avait près de 6000 tonnes à Malville, et il présente l'inconvénient de s'enflammer au contact de l'air et d'exploser au contact de l'eau. Donc vous comprenez bien qu'il faut purger les circuits de ce sodium, empêcher qu'il prenne l'air, parce que s'il prend l'air, il prend feu, comme je l'ai expliqué. Si on essaie de l'éteindre, on ne peut pas éteindre un feu de plus d'une tonne, donc il y a un vrai problème. Et ils ont construit une unité à l'intérieur de la centrale pour traiter ce sodium liquide, le rendre inerte quelque part et le rendre moins dangereux. Et c'est ça qui va prendre des années. Là, ils pensent ils auront fini en 2025. Bon, j'espère qu'entre-temps, il n'y aura pas eu de pépins. Mais au moins, on a arrêté la centrale et on essaye de faire qu'elle représente le moins de danger possible. Le problème au Japon, c'est que pour démanteler, il faudrait pouvoir approcher de la centrale. Quelques personnes, il y a du personnel, il y a quand même quelques centaines de travailleurs qui s'activent sur le site, dans des combinaisons, etc. Il y a des robots qui interviennent, mais il y a une telle radioactivité à proximité du site qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est là la difficulté. On ne peut pas non plus compter sur le temps, parce que le césium 137, comme je disais tout à l'heure, il y en a au moins pour une centaine d'années pour que la radioactivité soit réellement retombée. On ne peut pas attendre 100 ans. Donc on est sur un vrai problème là-bas. En plus, comme l'eau qui se trouve dans les piscines a commencé à chauffer, puisque la quantité d'eau qui est au-dessus des assemblages a diminué vu les fuites, et là, l'eau se met à chauffer, il y a des fissures, donc on remet de l'eau. Il faut récupérer l'eau radioactive, ils la mettent dans des containers. Si vous allez un peu sur Internet, on voit le site avec les centaines de silos remplis d'eau radioactive dont ils ne savent plus ce que faire. Et une partie de l'eau, donc fatalement, de temps en temps, il y a de l'eau qui est balancée, quelques tonnes, quelques centaines de tonnes qui sont balancées. Quand les citernes sont pleines, ils les vident à la mer, alors ils savent quoi en faire. Non, c'est pour ça que je vous dis, il y a une désinformation totale quand on dit les Japonais ont arrêté, on a l'impression que tout est devenu tout propre, c'est complètement faux. Je connais parfaitement le problème du nucléaire, donc c'est pour ça que je suis intervenu. J'ai posé la question comme Monsieur Tout le Monde pour exprès, pour que des réponses très intéressantes que vous venez de formuler, au moins c'est des explications très claires et précises, au moins on sait où on en est. Mais les réponses, je vous dis, sur les centaines de citernes, quand elles sont pleines, ils les vident à l'eau. Elles représentent 10 ou 20 000 tonnes d'eau, elles sont pleines, on les met à l'eau, on les remplit après, on les met à la mer. Donc de toute façon, les Japonais, démanteler une centrale, c'est très très compliqué. On ne sait pas faire les produits restes radioactifs. Comme vous avez dit, on va les stocker sur des zones qui vont être irradiées à leur tour. Donc on va irradier des centaines et des centaines d'hectares, où on va les enterrer sous le sol. Si un jour il y a un tremblement de terre, on sait où ça va passer, et etc., etc. Donc de toute façon, il faut arrêter de désinformer les gens en faisant croire que c'est tout beau, tout propre. On déplace le problème quelque part, mais on ne le règle pas. Et quant à Crémalville, bon, je remercie d'être entré dans les détails de Crémalville, ça montre la complexité de cette centrale-là, mais les autres centrales ne sont pas simples non plus à démonter. Si à Lyon on doit démonter, je suis lyonnais en plus, donc Crémalville je connais bien aussi, si on doit démonter le Bugey, Saint-Alban, Cuas et compagnie, on n'est pas arrivé, quoi. Ah ben bien sûr, on a un vrai problème, c'est que EDF essaye de nous faire croire que le démantèlement, c'est qu'une affaire technique qui se règle dans le temps. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas réellement de solution pour traiter l'après-démantèlement. Alors, il faut déjà commencer par démanteler, donc découper tous les morceaux du réacteur d'acier, etc., casser le béton, le mettre en tas dans des containers. Mais comme vous le dites très bien, il y a, à part le stocker sur place, alors j'espère que jamais le choix sera fait d'enterrer, qui serait lamentable, qui serait extrêmement dangereux pour les civilisations, pour les générations à venir. Mais donc aujourd'hui, effectivement, d'abord il y a un coût. On voit aujourd'hui que le coût du démantèlement, on se base sur Malville, il est déjà de 10 ou 20 fois supérieur à ce qui était prévu. Donc ça n'a pas été financé, il va falloir le payer un jour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on paye l'électricité nucléaire largement en dessous de ce qu'on devait la payer. Je remercie de votre honnêteté, en tout cas, d'avoir reconnu que c'était vraiment pas simple de démonter les centrales, parce qu'il faut arrêter de désinformer les gens à ce niveau-là, parce que les gens, il faut quand même qu'ils réalisent vraiment ce à quoi on est confrontés pour les dizaines d'années qu'on a devant nous, parce que c'est vraiment pas simple, quoi. Et quant à la problématique du CO2, elle est quand même aussi importante pour moi que celle du nucléaire, quoi. Et donc, on a un vrai problème, qui est double devant nous, quoi. Du CO2, elle est problématique, mais une fois de plus, le méthane,
le méthane est beaucoup plus important, je vous le dis, 23 Non, fois mais c'est plus quand je dis important. CO2, c'est gaz à effet de serre. Si vous voulez, moi, quand je dis CO2, je mets tout le monde dedans. Mais sur le méthane, c'est 25 fois le CO2 de toute façon, donc c'est sûr. Mais les gaz à effet de serre sont pour moi aussi encore plus importants que le problème du nucléaire. Parce que bon, là, le problème avec le CO2, il peut être réglé dans les 30 prochaines années. On peut vraiment se retrouver dans une situation totalement catastrophique à l'échelle planétaire, quoi. Quand on voit déjà que les océans a augmenté à cause justement des gaz à effet de serre, que les poissons meurent de faim en pleine mer parce qu'il n'y a plus de plancton. Pourquoi il n'y a plus de plancton? Parce que le krill n'arrive plus à se fabriquer. Pourquoi le krill n'arrive plus à se fabriquer? À cause de l'acidité de l'eau, les petites crevettes qui composent le krill n'arrivent plus à fabriquer leur carapace parce que l'eau est trop acide, etc., etc., etc. Les 30% des coraux sont déjà morts à cause de ça. Ça devient qu'il faut quand même, si ça c'est pas des problèmes majeurs, il faut qu'on m'explique ce qu'est un problème majeur, quoi. Oui, non, mais là, je suis d'accord avec vous. Quand tu as répondu à Céline Duflot, il faut juste méfier un peu de la communication qui est faite par EDF et Areva, qui se servait justement du problème de réchauffement planétaire pour justifier le nucléaire. Donc, ils disaient, voyez, grâce au nucléaire, on produit moins de CO2. On ne produit pas de CO2. Alors, en fait, ce qui est totalement mensonger, puisque le nucléaire produit du CO2. Il en produit peut-être pas quand les centrales nucléaires fabriquent l'électricité, mais il en produit à l'extraction, puisque pour sortir le matériau radioactif, il faut le traiter, il y a des carrières, etc. Il y a donc grosse production de CO2. Il y en a aussi pendant le transport pour amener l'uranium sur place. Donc l'activité nucléaire produit du CO2. Bon, je vais laisser ma place. À quelqu'un d'autre. Je vous remercie de m'avoir répondu très clairement et surtout d'avoir répondu clairement aux autres auditeurs. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir Alain. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, toujours avec Olivier Cabanel. On parle de nucléaire cet après-midi. Une dernière chance pour poser vos questions à notre invité au 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Une dernière chance pour parler avec Olivier Cabanel. Je rappelle le numéro du standard 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Eh bien, ma foi, ce ne sera pas la dernière fois que vous aurez l'occasion de parler avec Olivier Cabanel, donc qui revient très régulièrement pour assurer l'information, les nouveautés concernant, entre autres, le nucléaire et plus précisément Fukushima, mais aussi les nombreux sujets auxquels vous vous intéressez, Olivier Cabanel. On va donc vous dire au revoir et merci beaucoup pour cette intervention, pour nous avoir donné toutes ces actualités sur Fukushima. Merci à Oui, vous. bah, écoutez, je vous dis au revoir et puis je vous signaler que les informations que j'ai reçues aujourd'hui font que je suis en train de préparer un article sur justement le problème de cette piscine dont les assemblages seraient rentrés en fusion. Très Voilà. bien. Donc je rappelle, l'article dont on a parlé aujourd'hui, Alerte à Fukushima, que vous pouvez tous retrouver donc sur le site d'Agoravox. Voilà, merci beaucoup à vous et bonne fin de journée. On vous dit Merci donc à très Valérie, à bientôt. bientôt. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. On se retrouve dans un instant.